it's me again. It's like Air Algeria. We start and we arrive 2 hours later. And may I make a short survey? Who from the audience do understand better English than French? Mathia. Qui préfère que je parle plutôt français? So sorry, Mathia, I will tell you tonight about my communication. Donc, si vous avez le PowerPoint en anglais et le speech du discours en parler. Donc voilà, donc, tu peux éteindre ton micro? Donc voilà, donc je voulais vous parler aujourd'hui d'une recherche qui est en cours depuis plusieurs années concernant un peu l'idée de faire un puzzle concernant la désertification, la stéphification ici dans les hautes plaines d'Algérie. Et donc on a déjà publié quelques papiers, notamment avec M. Boussaïd sur ces questions. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler plus spécifiquement de la question de la stéphification, en disant est-ce que c'est intéressant ou pas d'utiliser ce terme et quel est l'intérêt ou qu'est-ce que ça peut nous apprendre en ce temps. Et donc oui, pour quand même rappeler la question d'abord de la désertification, ça concerne bien plus que uniquement l'Algérie. Ça concerne presque 1/6 de la population mondiale, 1/4 des surfaces, et même si les chiffres datent du Millennium Environment Assessment de 2005, je pense qu'ils sont toujours d'actualité, voire un peu plus pire. Et alors oui, depuis le sommet de la Terre de 1991, on reconnaît que les processus de désertification sont à la fois des processus climatiques et des processus anthropiques, mais souvent il y a une sous-estimation des aspects politiques, des aspects économiques et socioculturels dans les études. Et puis aussi, ce qui est important de souligner par rapport à la désertification, c'est le fait qu'elle est à la fois la cause et le résultat de problèmes de développement. Donc ça, c'était juste un petit préliminaire. Et donc, qu'en est-il de la stéphification? Alors la stéphification, pour parler de stéphification, il faut parler de steppe. Alors vous savez tous que le mot steppe, c'est un mot russe pour désigner le biome qu'on retrouve dans ces grandes plaines en Sibérie. Et puis quand on regarde un peu plus les définitions de la steppe, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on se rend compte qu'il y a des approches qui sont soit climatiques, on donne des limites en matière de précipitation, et ça peut changer un petit peu. Celle qu'on trouve souvent, c'est 100 mm, 400 mm. Quelquefois, on prend 150, 300 mm. Je le dis ici en Algérie, je sais que vous êtes plus dans cette dernière version. Et on a également des marqueurs, qui est le fait de la culture du blé sans irrigation, pour les 400 mm, et la culture de l'alpha, ou la présence de l'alpha, pour les 100 mm. Et donc, on se retrouve avec des steppes qui viennent de 2 régions très différentes. La région semi-aride, comme ici à Genève, et puis également les steppes continentales qu'on va retrouver dans d'autres continents, comme l'Amérique du Nord, comme l'Asie. Et puis une autre façon d'aborder les steppes dans les définitions, c'est plus l'approche par la végétation, en disant c'est un biome particulier qui va être reconnaissable par le fait qu'on va avoir surtout des herbes et quelques buissons. Donc une végétation relativement faible et l'absence d'arbres. Et donc on pourrait dire que quand on s'intéresse à la steppe, on s'intéresserait d'abord surtout à la disponibilité en eau et à la question de la végétation. Alors si on prend une série de cartes qui essayent de représenter les steppes dans le monde, ici j'ai choisi 3 cartes. Vous avez une première carte à gauche qui vient de l'Encyclopédie Britannica. Et là, ils ont décidé d'associer les steppes avec d'autres biomes assez proches que sont la prairie et la savane.
mais la steppe, vous voyez, est représentée plutôt en orange ici. Et puis on voit qu'on retrouve des steppes en Asie, en Australie, en Afrique du Sud, au Sahel, au Maghreb, en Amérique du Nord, mais également en Patagonie. Donc c'est un peu les différents endroits. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ces cartes avec la carte, par exemple, du haut à droite, qui vient de l'Atlas. Qui vient de l'Atlas Agostini, la classe scolaire italienne, mais qui ont aussi des différentes versions à travers le monde. Et là, on voit qu'il n'y a pas tout à fait superposition entre la version de l'Encyclopédie Britannica et la version d'Agostini. Et puis ensuite, il y a une publication relativement récente d'un collègue qui a pris la définition climatique de la steppe. Et là, on voit aussi que ce n'est pas tout à fait la même représentation. Notamment, par exemple, vous voyez qu'au niveau de l'Afrique du Sud, la classe Agostini considère que c'est plutôt la partie méditerranéenne qui serait steppique. Et quand on regarde plutôt les aspects climatiques, on voit que c'est plus la zone des Veltes dans le nord de l'Afrique du Sud. Et donc oui, donc, si on travaille sur la définition de la steppe, j'ai dit qu'il y avait ce focus sur la disponibilité en eau et la végétation, mais il y a quand même des inconnus ou des aspects très importants qui sont peu apparents dans ces définitions, mais il y a la question du sol. Et je suis heureux ici en visitant les posters de voir que la question du sol est quand même au centre de beaucoup d'intérêts concernant la steppe. Il y a également l'aspect des activités humaines. Je pense qu'on ne peut pas se contenter du bio et de l'aspect disponibilité en eau. Et puis il y a la question dynamique. Et alors on pourrait reprendre quand même, par exemple, ce schéma sur la pédogenèse que je trouve assez bien fait, qui vient d'être publié il y a quelques mois, et qui insiste sur le fait que ce soit pour la steppe ou que ce soit pour le sol, on a un triangle important qui est le climat, la végétation et le sol. Et bien sûr, l'ensemble de ces éléments sont en interaction. Bien entendu, vous voyez que le climat détermine fortement le sol, que le sol détermine fortement la végétation, mais que le climat détermine également fortement la végétation. Et puis, à ce schéma, vous voyez qu'est associé les activités humaines. On ne peut pas aujourd'hui analyser un écosystème sans tenir compte de l'impact des activités humaines. Et puis ce qui était également intéressant au niveau de ce graphique, c'est l'importance de la dynamique, en disant qu'on ne peut pas étudier un élément à un instant T, il faut regarder la façon dont il évolue, et donc d'où l'importance de ces idées de désertification ou de stéphification. Alors ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite revue de la littérature. Et j'ai cherché sur Scopus quels étaient les articles qui parlaient de stéphification. Alors bien sûr, il y a un biais parce que c'est uniquement des articles en anglais, donc j'ai utilisé un keyword en anglais. Et puis j'ai été étonné qu'il y avait quand même très peu de littérature. Donc là, vous avez les 13 références qu'on retrouve sur Focus quand on s'intéresse à la stéphification. Alors vous voyez, j'ai quand même donné quelques informations, vous avez les auteurs, vous avez les dates. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser les lieux qui sont étudiés, les régions qui sont étudiées. On voit quand même une dominance de la Russie, ce qui peut être logique par rapport à la définition de la steppe. Vous avez également l'Asie centrale avec le Kazakhstan, le Caucase. Et puis vous avez la Chine, qui est également étudiée au niveau des sources du Yangtze. Et puis on retrouve également deux cas européens en Hongrie et en Allemagne. Curieusement, rien sur l'Algérie. C'est vrai que si j'avais tapé le mot steppisation en français, j'aurais certainement trouvé une série d'éléments, j'ai fait l'exercice et j'ai vu ces éléments. Par contre, là, on a un petit échantillon qui peut être intéressant pour voir mais qu'est-ce qu'on met derrière ces steppifications et à quoi on s'intéresse quand on travaille sur la steppification. Et donc, ce qui est frappant, même si l'échantillon est petit, c'est l'aspect ensembliforme. Vous voyez que c'est un des éléments très très importants et je pense que ça va être un des éléments fondamentaux pour étudier les questions de stéppification, c'est de lancer des études sur ces incendies de forêt. Et puis si on regarde d'autres aspects, on a pas mal d'aspects liés à l'agriculture, des aspects liés à
position de Nairobi sur la désertification en disant ben, c'est juste ce qui se passe un peu plus à côté avec l'accentuation, l'expansion des caractéristiques de la steppe qui conduit à une décroissance de la production biologique. Je pense que c'est une position assez consensuelle. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la petite revue de littérature que j'ai faite, seulement 13 papiers qui utilisent le mot stepification, on a quand même des enseignements intéressants. Cet aspect des feux de forêt. En Algérie, vous êtes également fortement touché par ces feux de forêt qui risquent de transformer la forêt claire en steppe. Bien sûr, l'aspect sécheresse et changement climatique. Et puis, je voudrais revenir sur cette histoire de l'antilope saïga, parce que je trouve que c'est une superbe métaphore à la limite des tribus algériennes. Les antilopes saïga, c'est parmi les antilopes d'Asie qui migrent sur des centaines de kilomètres. Et ça me rappelle un peu vos nomades, les Oued-Nadé, qui avaient l'habitude d'avoir des systèmes de transhumance et qui avaient l'habitude d'avoir un campement qui changeait. Et puis aujourd'hui, cette antilope, elle se retrouve de plus en plus limitée dans ses migrations avec un effet catastrophique sur la steppe. C'est quelque chose qu'on pourrait faire en parallèle avec ce qu'on connaît ici dans les steppes algériennes. Et puis bien sûr, la mise en culture, là aussi, on se rend compte que c'est un problème et une menace par rapport à ces steppes. Alors, ce que j'ai aussi relevé de cette petite revue de la littérature, et ça peut être intéressant et inspirant pour notre conférence et nos travaux, c'est de dire que oui, mais la plupart des études analysent des contextes locaux ou régionaux. On a très très peu de comparaisons interrégionales ou internationales, et je pense que là, il y a un effort à faire. Déjà, ne fût-ce que dans la définition de la steppe. Et puis, ce qui est également intéressant, c'est au niveau des méthodes. On voit une dominance de la télédétection et des études floristiques. Donc, c'est également un peu ce qu'on trouvait dans la désertification, c'est ce qui a longtemps dominé dans les analyses. Mais moi, je lance un appel pour développer aussi des approches plutôt d'écologie du paysage, des approches plus où on a des aspects humains. On pourra avoir des études ethnographiques pour prendre également le pouls des pratiques réellement sur le terrain, mais aussi une analyse des sciences politiques, parce que la steppe, notamment en Algérie, a fortement été influencée par toutes les évolutions politiques et toutes les décisions en matière de propriété, en matière de parcours. Et donc je pense qu'il y a un besoin là-bas. Bien sûr, la pédagogie est fortement importante. On pourrait même envisager des recherches-actions, c'est-à-dire faire de la recherche en espérant atteindre des objectifs en matière d'action, pas uniquement au niveau de la recherche. Et puis la troisième chose que je voulais mettre en évidence, c'est que la plupart des études sont ancrées dans une discipline. On est chimiste, on fait l'analyse chimiste, on est biologiste, on fait l'analyse biologiste, et il y a très peu, dans les 13 études, il n'y avait pas une seule peut-être d'études qui couplaient des personnes de différentes disciplines. Et donc je pense qu'il faudrait arriver à développer une approche transdisciplinaire. Et là j'ai quand même remis un petit schéma pour vous rappeler un peu ce que c'est la transdisciplinarité. Et donc c'est vrai que souvent, et quand je regarde les posters, on a des approches disciplinaires. On pourrait essayer de faire de la multidisciplinaire en disant mais chacun apporte plus ou moins ce qu'il peut, un peu comme une auberge espagnole, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, où chacun vient avec son plat et puis on partage. Mais ce qu'il faudrait peut-être essayer, c'est à un moment donné, si on veut comprendre un phénomène aussi complexe que la désertification ou la stepification, c'est d'avoir une démarche transdisciplinaire où on a non seulement les différentes disciplines qui travaillent l'une à côté de l'autre pour comprendre le système, mais aussi la prise en compte des savoirs locaux, des savoirs des différents. Et donc je vous remercie pour votre attention.